heureuse de vous retrouver après quelques semaines de repos. La trêve humanitaire des 2 semaines annoncée par les États-Unis d'Amérique et en vigueur depuis vendredi minuit semble être respectée à certains endroits et violée à d'autres. Des combats ont éclaté dimanche 7 juillet 2024 entre la coalition M23 RDF-AFC et les jeunes résistants Wazalendo dans le village de Matembe à environ 12 km de Kasseré dans le territoire de Lubero. Au Nord Kivu, selon des sources locales, les affrontements ont débuté tôt le matin et ont duré plusieurs heures. Un bilan provisoire fait état de plusieurs morts et blessés des deux côtés. Pourtant, le gouvernement américain qui a obtenu cette trêve a recommandé jeudi 4 juillet aux belligérants de l'observer sur les lignes des fronts. Au Nord Kivu, l'administration Biden a fait savoir que cette trêve vise à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est de la RDC. Quelle lecture faire de cette situation? Participe au débat de ce soir Maître Jean-Paul Lumbulumbu, avocat au barreau de Goma. Il est ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de cette province. Il est également président du Parti libéral pour le développement, PLD en sigle, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Maître Lumbulumbu, bonsoir. Bonsoir, Kéline Kouté. Jean-Baptiste Obindo Kassekwa aussi avec nous dans ce débat, député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu. Il est également secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamouka. Jean-Baptiste Obindo Kassekwa, bonsoir. Bonsoir, Kelly. Et au téléphone depuis Rutshuru, Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux deux co-débatteurs que je salue avec beaucoup de respect. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal+, channel 572, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à bec@radiookapi.net. La trêve humanitaire des 2 semaines annoncée par les États-Unis est en vigueur depuis vendredi minuit au Nord Kivu pour certains observateurs et la société civile locale. Ce délai, son combat entre les FARDC et les rebelles du M23 pourra soulager les souffrances des populations vulnérables et créer les conditions d'une désescalade plus large des tensions dans l'est du pays. Cependant, plusieurs défis se présentent pour le respect de cette trêve. Les explications avec vous, Martial Papi Moukeba. Le premier défi est la surveillance du respect par les belligérants de la trêve humanitaire. Officiellement, aucun mécanisme net n'a été mis en place pour surveiller et veiller au respect de cette trêve qui doit durer des semaines. Dans les zones de combat, au Petit Nord et dans les Grands Nord, les positions avancées des FARDC et du M23 sont en majorité séparées d'à peine 1 km. Les risques de la reprise des affrontements restent donc très élevés. Le second défi reste l'accès des humanitaires aux zones de combat. Depuis plus de 2 semaines, de nombreux humanitaires ont quitté le territoire de Lubero à la suite de l'insécurité. Ici, vivent ou plutôt survivent pourtant plus de 80 000 ménages de déplacés dont la plupart sont sans assistance humanitaire. Aucun engagement officiel n'a été pris par les belligérants pour laisser accès libre aux convois humanitaires et éviter l'entrave à leur travail. Enfin, plusieurs acteurs de la société civile craignent que cette trêve humanitaire de 2 semaines permette surtout au M23 de se renforcer en troupes et matériel dans les zones de combat. Mais certains observateurs souhaitent voir cette trêve servir de prémisse à une paix durable. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi. Merci Papi Moukeba pour ce reportage. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Goma, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Vous êtes également notable de cette province, également
président du Parti libéral pour le développement, EPS en sigle. C'est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. D'abord, comment vous avez accueilli cette proposition des États-Unis de pouvoir instaurer une trêve humanitaire de 2 semaines dans le Nord Kivu? Merci beaucoup, Madame Kéline. Écoutez, je m'en voudrais de répondre à votre question sans pour autant d'abord adresser toute ma compassion, toute ma solidarité à des milliers de citoyens congolais qui sont en errance aujourd'hui à la suite de la guerre qui nous est imposée par le Rwanda. Et je voudrais qu'à cette occasion, qu'ils puissent recevoir nos sentiments de solidarité, qu'ils sachent que bien qu'à Kinshasa, nous sommes de cœur avec eux et nous sommes en train de travailler ensemble avec d'autres structures pour qu'enfin la paix revienne chez nous. La question est intéressante. Comment nous avons accueilli cette proposition? En fait, dans cette proposition, il y a quelque chose de positif de mon côté. C'est d'abord la confirmation, encore une fois, lorsque je vois le statut, le rôle des États-Unis d'Amérique dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque je connais et quand je vois le rapport très étroit entre les États-Unis et le Rwanda, je me dis, lorsque les États-Unis proposent une trêve et que les États-Unis veulent obtenir cette trêve-là du gouvernement rwandais et du gouvernement de la RD Congo, il y a une avancée. Il y a une avancée parce que cette fois-là, les États-Unis viennent de confirmer encore une fois que la République démocratique du Congo n'est pas agressée par une petite rébellion qu'on appelle le M23 qui a été défait depuis 2013. Les États-Unis viennent de confirmer la thèse du gouvernement de la République démocratique du Congo selon laquelle ceux qui nous attaquent, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais. Les États-Unis ne se sont pas adressés au M23 pour demander la trêve. Ils se sont adressés au Rwanda et là je trouve que c'est une avancée sur le plan diplomatique parce que les efforts du gouvernement c'était d'abord de mener un plaidoyer tendant à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale, surtout au niveau de la région de Grand Lac et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, qu'il ne s'agit pas d'un problème entre les Congolais, il s'agit d'un problème international, donc il s'agit de l'agression d'un État par un autre. Et je pense que ces plaidoyers-là du chef de l'État, ces plaidoyers du gouvernement, est en train d'avoir des fruits qui se confirment de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, lorsque les États-Unis reconnaissent, eh ben, je pense qu'il y a une avancée par rapport à cette proposition des États-Unis. Seulement lorsque je vois la durée de cette proposition de trêve humanitaire de 2 semaines, je me dis la durée risque d'être une occasion pour le Rwanda de pouvoir renforcer ses positions davantage afin de mettre la République dans une position où elle se retrouvera dans l'obligation de négocier. C'est là que moi personnellement je trouve qu'il peut y avoir un petit piège. Donc je me dis, une trêve humanitaire, oui, c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permettrait l'accès aux humanitaires. Encore que dans 2 semaines, je doute que les structures des organisations humanitaires puissent avoir accès aux victimes dans les zones de combat. Donc je me dis, les 2 semaines risquent de s'écouler pendant que les humanitaires n'auront pas accès aux victimes qui sont des milliers. Je viens de suivre, selon votre analyse, près de 80 000 ménages qui sont en errance aujourd'hui. C'est là la seule crainte que moi j'ai, que la période étant très courte, ne puisse pas permettre l'accès effectif des humanitaires aux victimes. Mais aussi, l'autre crainte, c'est que le Rwanda risque d'être en train de se réorganiser autrement, parce que vous connaissez, la cible pour le moment c'est la ville de Butembo, c'est Béni, il faut avancer vers d'autres provinces. Est-ce que la trêve ne sera pas en train de permettre également de préparer les lits du Rwanda? Moi je n'aime pas parler du M23 parce que j'ai été témoin de la défection du M23 en 2012-2013. À l'époque c'était son excellence Julien Paluku qui était gouverneur de la province. Nous étions là, nous étions des témoins oculaires de la défection du M23. C'est pourquoi je n'aime pas parler du M23. Je veux qu'on parle directement de l'agresseur, et c'est le Rwanda. Et c'est l'un des avantages que je trouve dans cette proposition des États-Unis, parce que ça permet de confirmer que c'est les Rwandais. L'avantage, mais entre-temps, les Congolais se posent la question de savoir, les États-Unis proposent ou recommandent cette trêve en tant que qui? La RDC est quand même un pays indépendant. Est-elle obligée de se plier
à cette recommandation, évidemment, ou cette proposition des États-Unis? Je pense que les Congolais n'ont pas tort de poser cette question-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, quand même, il faut le reconnaître, c'est un point lourd dans les conseils de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, c'est un point lourd sur le plan stratégique dans la coopération militaire avec beaucoup de pays. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'évolution de la guerre, par exemple, en Russie, en Israël, nous connaissons le rôle que jouent les États-Unis par rapport à cette crise-là. C'est pourquoi on ne peut pas négliger l'intervention des États-Unis dans une telle crise. Aussi, il n'y a pas que les États-Unis, Madame Kelly. Et nous avons aujourd'hui la France. La France, aujourd'hui, qui a pris une position de plus en plus claire, qui condamne le Rwanda, je dis bien le Rwanda, et demande même au Rwanda de retirer ses troupes. Ne demande pas au M23 de cesser les armes. Mais la France demande au Rwanda de retirer ses armes. Si ce n'est pas encore respecté, tant mieux ça sera. Mais sur le plan du narratif, sur le plan du narratif de l'agression du pays, moi j'ai trouvé une avancée par rapport à cette position qui vient d'être prise par les États-Unis. Quand bien même sur le plan de l'effectivité par rapport à la question humanitaire, je viens d'émettre des craintes par rapport à quand je vois la durée, donc j'émets des craintes, mais sur le plan diplomatique, reconnaissons quand même que les discours du gouvernement congolais, les discours de la population congolaise, parce que j'ai vu la population congolaise, que ce soit à Beni, à Butembo, à Lubero, à Walikale, la population a marché pour faire voir que nous étions agressés par les Rwandais, et beaucoup de pays dans le monde s'en foutaient. Mais lorsque les États-Unis confirment cela, en demandant au Rwanda d'accepter une trêve, les États-Unis viennent de confirmer ce que la population congolaise a toujours décrié voilà plusieurs années. Jean-Baptiste Mwendo Kasekwa, député national honoraire et notable de Goma-Nord Kivu, vous êtes secrétaire général adjoint des décideurs d'un parti membre de la coalition Lamuka. Comment vous avez accueilli cette recommandation des États-Unis qui demande une trêve humanitaire pour venir assister tous ces déplacés des guerres dans le Nord Kivu? C'est une diversion et en même temps une insulte. En même temps, une preuve que notre gouvernement a failli dans sa responsabilité de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de défendre la population. Non seulement il a failli, mais il a trahi cette population. Trêve humanitaire, Madame Kelly. Trêve humanitaire parce qu'effectivement, il se passe un drame humanitaire au Nord Kivu. Un drame humanitaire provoqué par le Rwanda. J'aurais bien voulu attendre des États-Unis prendre des sanctions contre les auteurs de ce drame. Et ce drame, tel qu'il se présente aujourd'hui, les chiffres des organisations humanitaires parlent d'une situation humanitaire la plus prolongée du monde, la plus négligée, et un drame humanitaire toléré. Et la preuve, c'est qu'ici, les États-Unis appellent simplement à une trêve plutôt que de condamner, de 2 semaines, plutôt que de condamner les auteurs de ce drame. Un drame humanitaire, d'après les chiffres, nous sommes à environ 7,5 millions de déplacés internes dans l'est de la RDC, dont 40% à Ituri, c'est un drame oublié, l'Ituri, 30% au Nord Kivu, 25% au Sud Kivu, et c'est de ces 30% du Nord Kivu dont nous parlons. Et je me pose la question, madame, depuis que ces déplacés sont partis de Bunagana le 13 juin 2022, nous sommes aujourd'hui 2 ans de triste anniversaire. De Bunagana, ces mamans, ces enfants ont fui jusqu'à Rutshuru. Les États-Unis avaient toutes les preuves de ce que les Rwandais et l'Ouganda étaient en train de faire. Ils n'ont pas appelé à une trêve. Ces populations sont parties, une grande partie vers Goma, où cette population meurt de faim, souffre de violences sexuelles dans les camps. Les États-Unis n'ont jamais appelé à une trêve humanitaire. Une partie de ces populations, je parlais ce matin à une maman, qui est partie de Bunagana à Rutshuru, de Rutshuru à Kibirizi, de Kibirizi à Kanyabayonga, de Kanyabayonga à Kirumba. Finalement, ils voient les mêmes militaires rwandais venir prendre Kirumba.
elle s'est dit, je signe ma trêve, je retourne à Bunagana, mais je vais me battre. Autrement, parce que je me rends compte que ni la communauté internationale, ni le gouvernement, personne n'est là pour prendre soin de moi. Non seulement, cette ligne-là, les États-Unis ont été témoins que des populations sont parties, ont été chassées de Kichanga à Mweso, de Mweso à Kashuga, de Kashuga à Kikuku, de Kikuku à Lusoa, de Lusoa à Kanyabayonga, de Kanyabayonga à Kirumba, de Kirumba à Kase, Kase à Limbongo. Et ils n'ont jamais appelé à une trêve. Donc, pour moi, il y a élection au Rwanda d'ici 1 ou 2 semaines. Et au Rwanda, les militaires participent au vote. Ne serait-il pas parce que Kagame a besoin de voir de ces militaires qui sont en train de nous agresser que, bon, par ces alliés interposés, ils négocient ce qu'ils appellent trêve. Et puis, mon co-débatteur Jean-Paul l'a bien dit. À qui profite la trêve? Mes sources sur terrain démontrent que le Rwanda amène des matériels sur les lignes de fraude, de Kassé, de Matembe. Ils sont entrés, d'autre part, que le Rwanda souffre d'effectifs. Sur les lignes Kibirizi, Kirima, Kishiche, Bambo, eh bien, des résistants mettent à mal la présence de quelques éléments de l'armée rwandaise restés sur les champs. Et donc, est-ce que vous pensez que cette trêve, c'est pour aider le Rwanda et les M23 à pouvoir consolider leur position? Inévitablement. Depuis... Et rien à voir avec l'aide humanitaire. Madame, il est vrai, j'apprends que quelques ONG sont retournés aujourd'hui, depuis hier à Kirumba pour assister à produire des soins de santé des populations de l'hôpital de Kaina, de Kirumba. Je salue leur présence. Néanmoins, ce dont ces populations ont besoin, c'est que ces populations auraient salué de la part des États-Unis, de la France, de Grande-Bretagne, serait de dire: nous demandons au Rwanda de retirer simplement les troupes. Mais, par contre, on dit trêve, c'est-à-dire ces troupes rwandaises restent là et consolident leur position. Entre-temps, ce qui est dramatique, faut-il attendre que ce soit les États-Unis qui aient pitié de nous, pendant que de l'autre côté, à Limbongo, ceux qui ont pillé l'hôpital de référence de la zone de santé de Limbongo, ce ne sont pas les militaires rwandais, madame. Ce sont des éléments de FARDC qui non seulement ont pillé tout un hôpital, des médicaments, des matériels, des laboratoires de cet hôpital de référence pour endeuiller davantage la population, mais également à Butsorobia, à Ndoluma, à Kitsomiro, à Mbingi, à Kassé, dans toutes ces zones, des militaires endeuillent la population. J'ai même appris avant-hier, il y a un opérateur économique qui a été tué par des éléments de contrôle des FARDC qui sont entrés dans sa maison pour appuyer sa marchandise. L'opérateur économique célèbre de la zone, un certain Zidane, et parce qu'ils ont trouvé en lui un témoin gênant, on l'a fusillé. On a fusillé des chèvres appartenant à des paisibles populations. Donc, la population se retrouve dans un état de désarroi. D'un côté, elle fuit la présence des militaires rwandais, elle ne veut pas supporter la domination. De l'autre côté, cette population est victime des exactions inimaginables de la part de ses propres forces. On dirait des brebis abandonnées, des brebis sans maître. Non seulement le gouvernement est incapable de battre le Rwanda, de faire retourner le Rwanda jusqu'à ce lieu, mais le gouvernement est même incapable d'imposer la discipline dans nos propres rangs. Et ça, la population se retrouve au désarroi. Raison pour laquelle, pour moi, cette trêve signifie une honte pour le gouvernement. Et en réalité, par cette trêve, le gouvernement devait tirer les conséquences et rendre son tablier pour que peut-être quelqu'un qui a les épaules solides pour mener la guerre contre le Rwanda puisse prendre la direction du pays, parce qu'en définitive, on ne peut pas accepter que de Bunagana jusqu'à Matembe aujourd'hui, les Rwandais sont en train de se promener comme sur
un pays qui n'a pas d'autorité, un pays abandonné. C'est inacceptable. Merci Jean-Baptiste Kassekwa. Ruben Sindani, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi, se plaint du silence absolu de l'actuel ministre de la Défense. Il demande aussi pourquoi ce ne sont pas les organismes humanitaires qui ont déclaré ou qui pouvaient bien déclarer cette trêve en lieu et place des États-Unis d'Amérique. Yacine Dola, depuis Chikapa, comment un pays indépendant peut être manipulé par les ordres de notre pays. Vraiment, mon pays va mal. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire du Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Votre analyse aussi par rapport à cette trêve demandée par les États-Unis d'Amérique. Certains Congolais se demandent pourquoi n'est pas carrément demander la fin de la guerre au lieu de se limiter à parler de trêve. Oui, merci Madame Kelly. En tout cas, je voudrais d'abord aussi également exprimer ma compassion à l'endroit de toutes ces populations qui sont en déplacement, en errance à ce moment dans les Lubero. Mais également, je n'oublie pas tous ces déplacés qui sont dans la partie sud de la province, qui passent des moments très difficiles à cause seulement d'un gouvernement que moi j'appelle des voyous, un gouvernement rwandais qui n'a plus le sens humain et qui continue à nous endeuiller. Mais bien évidemment, par rapport à cette question, tout en faisant mienne les analyses très riches des co-débatteurs, je voudrais quand même marteler quelque chose, madame. Je crois que nous, au niveau de la population, nous avons compris que, en tout cas, nous avons un sentiment de comprendre que on est vraiment dans une distraction totale. On est dans une moquerie qui n'a pas de nom, en sorte que une puissance comme les États-Unis, nous connaissons ce que les États-Unis valent auprès du Rwanda. Nous connaissons que ce sont eux qui sont les parrains même du Rwanda. Tout le monde le sait. Et qu'aujourd'hui, on vient se moquer des gens qui sont en train de souffrir. Dis nous voilà, on voulait respirer pendant 2 semaines pour qu'à la fin, on vienne maintenant exterminer même ceux qui ont survécu sur cette guerre. Je rappelle, madame, que cette trêve ici, on parle d'une trêve humanitaire, mais je me demande, c'est vrai qu'il y a encore retour de quelques humanitaires sur le plan médical, mais je rappelle également que c'est depuis la semaine passée que les hélicoptères ont circulé dans les Lubero pour évacuer tous les humanitaires. Et que donc, pour retourner là-bas, est-ce que les 2 semaines vont suffire, comme le dit le co-débatteur? Je ne pense pas. Et que pour nous, qu'est-ce que nous voyons sur le terrain, madame? Cette trêve ici nous rappelle encore une fois le cessez-le-feu imposé par l'EAC à son temps. Quand l'EAC est arrivé, il avait imposé le cessez-le-feu, et c'est grâce au cessez-le-feu que les Rwandais s'étaient encore réarmés, s'étaient encore réorganisés, tout en ayant des policiers de part et d'autre pour encadrer leur ravitaillement. Et après, ce qui avait suivi, vous en connaissez autant que moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons sur le terrain? Je prends seulement pour le vendredi jusqu'aujourd'hui, le lundi. Pas plus tard que le vendredi même et le samedi, des camions pleins de militaires RDF ont traversé la frontière de Kabuanga pour descendre vers Rutshuru et aller vers Kanyabayonga et vers, bien sûr, Kirumba. D'autres militaires sont dirigés vers Buisa pour rejoindre les fronts au niveau de Sake, au niveau de Ndumba dans les collines qui se trouvent de Minova. Hier même, sans plus tarder, hier, on a enregistré l'entrée de plus de 450 militaires ougandais qui sont entrés sur le sol congolais à partir de l'Ouganda. Ils ont traversé vers la localité de Mungo. Ils ont chuté vers Tchengerero pour aller à Rutshuru en destination de Kanyabayonga. Une autre colonne est passée par la douane de Kitagoma. Ils sont descendus vers Kiringa Pena et Rutshuru centre vers Kanyabayonga. Et là, ils étaient à pied, mais avant leur descente, il y avait des camions transportant l'artillerie lourde, des 48 types, des 12 types, qui venaient de passer déjà en direction des lignes de front. C'est la population qui vous donne ces informations, Jean-Claude Mbabazé?
Bien évidemment, ils passent pendant la journée. Nous avons déjà presque partout. Donc, il faut dire que nous avons des collègues qui nous donnent des informations, mais aussi, ils ne passent pas la nuit. Ils passent pendant la journée au vu de tout le monde. Et que donc, pour l'instant, nous pensons que, en fait, le Rwanda est en train de se réorganiser, prendre le temps de relever ceux qui ont été blessés, ceux qui viennent de faire longtemps en train de combattre, on va les relever. On a même de nouvelles troupes qui viennent fraîchement peut-être des formations ou qui ont encore les sangs chauds pour aller combattre. Vous allez vous rappeler, madame, que même au niveau des matins virtuels, c'est parce qu'ils ont commencé à créer des tranchées de communication à cet endroit-là qu'ils ont même voulu avancer. Et que donc pour nous, en tout cas, c'est au fait un moment où on veut exactement renforcer les troupes rwandaises. Mais j'ajoute encore un élément. Vous avez suivi les rapports des experts des Nations Unies qui a incriminé l'Ouganda dans cette agression que nous subissons aujourd'hui. Mais nous sommes indignés. Nous continuons encore une fois à dénoncer les silences du gouvernement congolais face à l'Ouganda, qui a été d'ailleurs les bras séculiers de la chute même de la localité, donc de la cité de Bunagana. Vous vous rappellerez que si Bunagana est tombé, c'était bien sûr grâce en tout cas à l'armée ougandaise qui avait en tout cas poignardé nos FARDC par derrière et l'Ouganda est tombé. Aujourd'hui, l'artillerie lourde, en tout cas les gros de l'artillerie qui est en train de nous bombarder partout là-bas, c'est l'artillerie ougandaise. Et que donc, le gouvernement devait prendre aussi une position, nous dire clairement, il joue aussi quel jeu par rapport à la présence des Ougandais dans cette agression. Et à la fin, je vais dire, madame, comme les autres l'ont dit, on a vu les Rwandais bombarder des camps de déplacés ici, déchiqueter, charcuter des enfants, des femmes enceintes. Mais on n'a pas vu les États-Unis demander la trêve. On a vu des gens massacrés à Kishiche, à Rousseke, un peu partout, et il n'y a pas eu de trêve. Mais aujourd'hui, voilà, on vient nous distraire, alors que c'est déjà qui veulent nous distraire, sur base de tout ce qu'il y a comme rapport, des rapports rédigés par des experts des Nations Unies. Je crois qu'avec ça, c'est suffisant pour que non seulement on condamne les Rwandais et l'Ouganda, mais il faut qu'on ait appelé pour les sanctionner, afin qu'ils ne puissent plus faire cette aventure qu'ils sont en train de faire sur le sol congolais, et en comprenant que les sang des Congolais n'est pas aussi comme le sang d'une mouche. Même une mouche a des défenseurs. Donc le sang congolais a la même valeur que le sang d'un Américain, d'un Ukrainien, d'un Israélien. Et que donc pour nous, nous pensons que les États-Unis devaient plutôt prendre des sanctions fermes contre les agresseurs qui sont le Rwanda et l'Ouganda, au lieu de nous distraire avec des jeux de mots, de trêve qui n'ont rien, en tout cas, d'impact positif sur la population du Nord Kivu, qui subit évidemment ces affres de la guerre depuis très longtemps. Mais il faut aussi ajouter quand même, madame, il y a aujourd'hui tous ces minéraux qui passent par le Rwanda, par exemple. Ce sont des minéraux de soie. On n'a jamais sanctionné le Rwanda pour dire voilà, tout ce qui passe par chez vous, on bloque tout. Mais comment ils laissent passer tout ça et à la fin on vient nous distraire? Je crois que le gouvernement congolais ne devrait pas respecter ce que ces gens-là nous disent, parce que le gouvernement congolais a réagi. Le gouvernement congolais a réagi via son porte-parole, Patrick Muyaya, qui a tenu à rassurer en affirmant que l'armée congolaise restera vigilante pour prévenir toute tentative de violation de cette trêve par les ennemis de la République. Le ministre y voit également un signe encourageant, notamment pour les retraits des troupes rwandaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, nous devons éviter de minimiser les vies qui sont fauchées dans le Nord Kivu. Je crois que c'est des propos qui continuent à nous faire du mal quand on voit des responsables parler légèrement de cette question du Nord Kivu, alors que ça concerne, il y a du sang humain qui coule, madame. Donc, quelqu'un qui va dire ça, alors que même dans le passé, basons-nous sur les expériences du passé. Est-ce que c'est la première fois que des grandes choses comme ça disent qu'il y a des trêves? Là, c'est arrivé, on a dit qu'il y a, c'est le fait, mais quelle avait été la suite? Et donc, je ne comprends pas comment on peut laisser quelqu'un se préparer pour venir massacrer sa population et commencer à dire que voilà, c'est un signal pour le retrait. Non, madame. Au lieu que cela se retire, ils entrent
je vous dis, madame, hier les Ougandais sont entrés, avant-hier les Rwandais sont entrés, et quel retrait lui veut nous parler alors que nous sommes sur le terrain. Merci. Non, ça c'est quand même, et tu es aussi à se moquer de cette population, et c'est pas normal pour un gouvernement qui se veut responsable. On va donner aussi la parole à ces nombreux auditeurs qui nous appellent et qui veulent donner aussi leurs avis sur le sujet de ce soir. Direction Ubundu dans la province de la Chopo pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Moi, c'est Ignacio Fumba d'Ubundu dans la province de la Chopo. Depuis que je connais qu'il y a insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, je n'ai jamais entendu une quelconque trêve humanitaire au profit du peuple meurtrier, si ce n'est qu'au profit des rebelles pour se renforcer. Ce qui étonne beaucoup plus encore, les États-Unis ont attendu que le Rwanda organise les élections pour qu'elles ordonnent une trêve humanitaire afin que les Rwandais passent calmement aux urnes. Or, la République démocratique du Congo organise les élections sous menace de l'insécurité à l'Est. Ces petits jeux politiques des autorités américaines ne nous dit rien et nous jugeons ça comme un complot avec les Rwandais contre la République démocratique du Congo. Car cette trêve humanitaire ne donnera pas gain de cause à ce que subissent nos compatriotes de l'Est. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, cet auditeur pense qu'il n'y aura pas de résultat positif après cette trêve de 2 semaines. Bon, je crois que je peux partager d'une partie cette opinion. Je l'ai dit, j'ai mis des craintes par rapport à la durée. Si par rapport à l'objectif de la trêve, ça veut dire permettre aux organisations humanitaires d'atteindre les populations déplacées, c'est comme c'est le cas par exemple dans le Lubero où par exemple il y a certains hôpitaux qui commencent à bénéficier de cet appui humanitaire, c'est le cas, mais par rapport à la durée, vu la gravité de ce drame humanitaire, je ne pense pas que 2 semaines suffiraient. Donc sur ce point-là, je partage particulièrement le point de vue de cet auditeur, mais je crois qu'il faut laisser quand même la chance. Quel est le timing qui suffirait selon vous? Oui, pour moi c'est le timing. La finalité elle est bonne. Oui, mais il faut combien de temps? Je pense que si on accorderait 3 mois, n'est-ce pas? 3 mois, ça permettrait quand même à beaucoup de structures humanitaires qui avaient déjà vidé Lubero il n'y a pas longtemps, comme l'a dit mon co-débatteur Kassekwa et d'autres auditeurs. Il y a beaucoup de personnel humanitaire qui venaient de quitter le territoire de Lubero. Le temps de revenir, de se réinstaller, de commencer le travail de toucher les populations victimes, ça devrait prendre beaucoup de temps. Si vous permettez, madame, j'ai senti dans le dire de mon co-débatteur Kassekwa, pour qui j'ai beaucoup de respect, ainsi que ma base pour la société civile, la notion de la sanction. Ils insistent sur la sanction. Je partage totalement leur point de vue, mais nous devons reconnaître que la sanction, c'est la résultante de la reconnaissance de faits. C'est lui qui doit sanctionner, si c'est le juge. Il faut qu'il tire des faits qu'il s'agit vraiment d'une agression. Et c'est là que je dis qu'il faut apprécier à juste titre cette proposition des États-Unis dans la mesure où elle vient confirmer que le M23 n'existe pas. Donc la population de Lubero qui me suit à ce moment, sachez que ceux-là que vous avez reçus, c'est l'armée rwandaise que vous avez reçue. Le M23 n'existe pas, les États-Unis viennent de le confirmer. La reconnaissance de fait, c'est une chose, et pour aller vers les sanctions, il faut avoir des alliés dans les cercles de décision. Le cercle de décision pour les sanctions, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si nous n'avons pas des alliés dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'instar des États-Unis, à l'instar de la France et d'autres États qui ont un pouvoir influent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous parlerons sanctions, le gouvernement ira de gauche à droite et ces sanctions ne seront jamais prononcées. Donc, nous devons nous féliciter du fait que c'est lui qui se trouve dans les cercles de décision. Pourquoi, selon vous, ces sanctions ne seront pas prononcées? Non, le fait qu'il reconnaît aujourd'hui qu'il s'agit d'une agression rwandaise, je pense que nous allons opposer aux États-Unis cette attitude au Conseil de sécurité des Nations Unies qui se prépare très prochainement. Nous verrons quelle sera l'attitude des États-Unis devant les autres États par rapport à la question de la République du Congo dès lors que les États-Unis ont reconnu qu'il s'agissait d'une agression rwandaise. C'est là que moi je trouve l'avancée, l'avantage dans cette histoire de trêve. Mais il faut reconnaître
les craintes qui sont émises par les populations congolaises sont totalement fondées. La crainte de dire, écoutez, le Rwanda sera en train de se réorganiser, il est en train de se réorganiser, ça c'est sûr. La crainte de dire, écoutez, ça ne va pas permettre au gouvernement de se préparer pour... Évidemment, le ministre de l'Information l'a dit, le gouvernement va veiller. Il va veiller, mais je vous informe, ce qui est vrai, c'est que la trêve est déjà en train d'être violée par les Rwandais. Il est en train d'être violé par les Rwandais. C'est l'occasion ici de pouvoir réarmer moralement les FARDC. Il faudrait reconnaître et adresser un hommage mérité à tous ces fils, toutes ces filles de FARDC qui mettent leur vie au péril de la nation. Ils sont nombreux qui meurent. Ils sont nombreux qui sont des blessés aujourd'hui dans des hôpitaux. N'en parlons pas. Il est vrai qu'il y en a qui ont pillé l'hôpital de Kanyapayonga. Nous condamnons de la manière la plus ferme cet acte-là. Mais il faut reconnaître que les sanctions n'ont pas tardé. Parce que la justice s'est saisie de la question et il y en a qui ont été condamnés à la peine capitale. C'est une façon de dire que le gouvernement n'est pas du tout d'accord également avec les égarements, avec certains comportements de nos éléments FARDC qui, pour telle ou telle raison, peuvent commettre des actes qui nuisent à l'image du gouvernement. Donc, le gouvernement lui-même, il n'est pas d'accord. Et les services du gouvernement ont agi aujourd'hui, ils sont condamnés, près de 20 militaires qui sont passés devant le juge et qui ont été condamnés à la peine capitale. Vous savez, nous sommes dans une région où l'état de siège est appliqué et où, pour certaines infractions, c'est la peine de mort qui s'applique. Eh bien, la peine de mort a été prononcée. C'est une façon de dire que le gouvernement non plus n'est pas d'accord avec ce genre d'agissement. Mais du reste, il faudrait encourager, il faudrait dire bravo à la résistance populaire. La résistance populaire que nous avons constatée à Kassé démontre encore une fois que la population congolaise, la population du territoire de Lubero, tout autant que celle de Massissi, celle de Nyiragongo, qui ont affiché une résistance farouche, la population de Lubero n'est pas encore d'accord d'accueillir l'armée rwandaise sur son territoire. La résistance de Kassé, et j'encourage la population congolaise, les jeunes de Lubero, je les encourage à la résistance. Merci. Nous pensons qu'avec les efforts diplomatiques qui sont déployés par le gouvernement, nous pensons qu'avec ce qui se prépare au niveau du gouvernement, nous avons un tout nouveau gouvernement qui vient de prendre les affaires. Il va y avoir des changements et je crois qu'il faut être positif. On va se rendre à Kisangani cette fois-ci pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne. C'est bienvenue, Bali, la ville de Kisangani, province de la Chopo. Cette fameuse trêve n'apportera rien comme soulagement à la souffrance de cette pauvre population meurtrie par cette guerre imposée. Au contraire, cette trêve profitera à l'ennemi qui en profitera pour se ravitailler en munitions et autres. Alors, si les États-Unis se soucient du sort de la population, ils devraient plutôt demander au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais et d'arrêter tout soutien à ces groupes rebelles de M23. Il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, cet auditeur, Jean-Baptiste Kassekwa. Il est suffisamment averti, madame. Il y a eu une trêve en octobre de l'année passée, 2023, alors que notre armée, soutenue par les volontaires, venait de libérer l'axe Kilori-Kichanga avec 2 collines de Bouiza. Il y a une trêve qui a été décrétée, je ne sais pas, on n'a pas dit que c'est venu des États-Unis. Et personnellement, j'ai alerté beaucoup de certains membres du gouvernement, certains commandants sur le terrain pour dire, nous qui sommes du Nord Kivu, nous avons des tristes souvenirs, des trêves unilatérales qui ont conduit à des défaites volontaires. En décembre 2007, on a organisé un simulacre de défaite, ce que l'on appelle la défaite de Mouchaki, pour justifier la convocation de la conférence de Goma de janvier 2008. Et j'ai alerté des militaires pour dire, est-ce que cette trêve de Kichanga ne cache pas un agenda pour permettre à l'agresseur de reprendre les dessus? Et c'est ce à quoi on a assisté. Je me pose la question, et je suis en train de questionner des faits, pour dire,
Est-ce que nos populations ne sont pas victimes d'un complot? On a déjà convenu des négociations, des accords impopulaires, indigestes. Mais pour amener ces populations à les accepter, il faut les placer dans un état d'exaspération, de désespoir. Parce que, Madame Kelly, la chute de Kanyabayonga a ébranlé le moral des habitants de Goma, de Butembo, de partout. Kanyabayonga, c'était un verrou sérieusement protégé. Et des volontaires et des militaires congolais. On parle d'une brigade qui a donné le meilleur d'elle-même. Mais tout d'un coup, on a été formé d'une entrée de l'armée des assaillants, un petit groupe d'assaillants, par Miriki, des Miriki à Luofu, des Luofu à Kaina. Mon co-débatteur Japon dit qu'il parle des sanctions certains militaires qui auraient été condamnés. Je refuse de voir que des mini-frères soient condamnés et que les responsables de ces replis. Comment peut-on expliquer un repli en 100 km? Pourquoi on veut épargner les officiers supérieurs, les commandants des unités, pour administrer la peine de mort à un militaire qui a donné le meilleur de lui-même et qui pleure à Kisa? Qui passe que dans ça qui 5 jours sans manger. Non, nous devons être justes. Le gouvernement fait de la complaisance. Depuis la chute de Rwindi, a laissé derrière des tonnes de munitions, des tonnes de vivres qui ont profité à l'ennemi. Pareil à Kibirizi, à Kikuku, nous n'avons enregistré aucune sanction à l'endroit de commandants. La chute de Kanyabayonga, de Kirumba, pour se moquer de nous, l'armée rwandaise a appelé des enfants pour venir récupérer des tonnes de vivres abandonnés sur le terrain. Personne n'a été condamné jusqu'ici. Donc, non, qu'on ne nous distrait pas. Il y a une complicité à très haut niveau et notre population n'est pas dupe. Et c'est ici l'occasion d'adresser un message aux agresseurs. J'ai suivi, ils sont passés à Kirumba, à Kaina, à Kanyabayonga. Ils se croient sur un territoire congé. On nous parle pour parler des Zanzibar. Le gouvernement ne veut pas nous en parler. Non. J'en appelle à la vigilance de la société civile. Il y a une complicité, et Mbabazi venait de le dire ici, l'hypocrisie du gouvernement vis-à-vis de l'Ouganda. Et donc nous ne pouvons pas croire au gouvernement pour aller se réunir à huis clos avec les agresseurs quelque part et penser que le gouvernement va défendre nos droits. Il faut que la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens prennent part à toutes les discussions qui sont organisées dans le sens de ramener la paix. Que les victimes de cette guerre soient présentes sur les différentes tables. Et donc, les États-Unis peuvent bien appeler à une trêve. Je ne sais pas qui est l'initiateur de la rencontre des Zanzibar, mais le gouvernement a démontré qu'il ne mérite pas la confiance et que les populations civiles doivent être partie prenante à tous les processus parce qu'on ne peut pas accepter qu'on donne un chèque à blanc aux agresseurs, aux bourreaux, et que demain, on nous impose un rapport de force favorable à l'agresseur pour nous opposer à un accord de Lusaka. Ça, on ne va pas accepter. Alors, on va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne. Ça sera pour vous, Jean-Claude Babazé. Cet auditeur nous appelle depuis Beni, au Nord Kivu. Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Personnellement, je pense que la vérité cachée derrière cette trêve soi-disant humanitaire, c'est pour juste permettre au M23 de se réorganiser et de renforcer leur position déjà occupée. Je pense que, étant déjà convaincu de l'implication directe du Rwanda dans les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité en RDC, et selon d'ailleurs les différents rapports de l'ONU, je me demande pourquoi est-ce que l'idée de cette trêve venant des États-Unis, la RDC devrait la respecter. Et pour le M23 de se réorganiser et de renforcer leur position déjà occupée. Je pense que, étant déjà convaincu de l'implication directe du Rwanda dans les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité en RDC, et selon d'ailleurs les différents rapports de l'ONU, je me demande pourquoi est-ce que l'idée de cette trêve
venant des États-Unis, la RDC devrait la respecter. Et pourtant, le Conseil de sécurité, malgré plusieurs rapports indexant le Rwanda, ne prend aucune mesure pour contraindre le Rwanda d'opérer ces crimes sur le sol congolais. Jean-Claude Mbambazi, brève réaction. Oui, en tout cas, je crois que l'auditeur a totalement raison. Il a totalement raison. Pourquoi? Parce que c'est qu'on venait de dire que, pour l'instant, je crois qu'avec tout ce qu'il y a comme élément de preuve, on n'a plus besoin, en tout cas, d'une trêve. On a plutôt besoin des sanctions et des condamnations. Donc, je crois que l'auditeur a totalement raison. Mais j'avais quand même un élément à ajouter par rapport à l'analyse de l'estimé honorable Lumbulumbu, par rapport aux faits. Il est vrai que les États-Unis viennent de reconnaître, mais ce n'est pas la première fois. Quand les États-Unis ont obligé au président de la République d'aller parler avec le président Kagame, c'est qu'automatiquement, ils avaient quand même reconnu que c'était lui le problème. Et que donc, après tout ce qu'il y a comme rapport des experts des Nations Unies, c'est le rapport qui vient de sortir, ce n'est pas le premier rapport. Il y a eu autant de rapports qui ont confirmé la présence des militaires rwandais ou ougandais sur le sol congolais. Et donc, bon, c'est contenté que nous, voilà, les États-Unis viennent de reconnaître. Non, moi je pense qu'on doit être vigilant par rapport à tous ces pays qui soutiennent le Rwanda. Et surtout, comme je dis, les États-Unis, en tout cas, ce sont les parrains du Rwanda. Et qu'aujourd'hui, si les États-Unis décident clairement à Kagame de retirer ses troupes, Kagame n'aura même pas 2 secondes à le faire. Mais chercher à nous embrouiller, à nous distraire avec ces jeux de mots, en tout cas, moi, je pense que là, je continue à marteler que ça renforce évidemment ce que l'on venait de dire, que c'est juste une façon de vouloir renforcer cette rébellion. Et à la fin, on va avoir des assauts très significatifs et ça va être un problème. En tout cas, ce sont les peuples congolais qui ont toujours en pâtir après ce qu'il y a comme trêve. C'est Boukourou qui nous suit depuis l'Afrique du Sud, demande au gouvernement congolais d'être vigilant et d'être sérieux. Voilà, David Chokonda depuis Kinshasa. À mon avis, cette trêve n'est autre qu'un moyen le plus facile pour distraire nos dirigeants en vue de permettre au Rwanda et au M23 de pouvoir se positionner. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Robert Cassé, arrêtons de nous plaindre. Au lieu de s'organiser comme le fait l'ennemi, nous ne faisons que faire des déclarations. Le gouvernement congolais ne fait que se limiter aux faits sans toucher l'impact. Alexis Mbaya, madame, que nos FRDC continuent à combattre ces Rwandais parce qu'ils profitent de cette trêve pour s'organiser et puis nous attaquer. Merci à Héritier Mounirimbo. Voilà. Les deux antagonistes ne font que respecter les ordres de leur patron, les États-Unis. Nous venons de connaître notre ennemi qui se cache derrière le Rwanda. Alors, Maître Jean-Paul Lumbulumbu, nous sommes à la fin presque de notre émission. Tout à l'heure, vous l'avez soulevé vous-même, cette trêve déjà est violée à certains endroits. Vous avez cité le Rwanda qui a violé en premier, selon vous, cet accord, mais dernièrement, même pas dernièrement, je pense qu'hier avant-hier, on a vu un communiqué du M23 citant l'armée congolaise ou le gouvernement congolais avec ses alliés d'avoir violé cette trêve débondée par les États-Unis. Bon, vous savez, pour les Rwandais, c'est facile pour justifier la violation de la trêve, d'accuser en premier la République démocratique du Congo ou les FARDC. Quant à ce, c'est une position que j'ai trouvée plutôt comme une distraction pour chercher à se justifier par rapport à ce qu'ils continuent à faire. Ces communiqués-là voulaient tout simplement dire que les Rwandais trouvent avoir pour le moment des justifications pour continuer à renforcer ses troupes. C'est pourquoi moi je pense que notre gouvernement, autant que vient de le dire l'un des auditeurs, notre gouvernement doit veiller à ce que cette trêve soit vraiment bénéfique aux populations victimes parce qu'elles sont très très nombreuses.
Madame Kelly, des populations en errance. Le gouvernement doit y veiller, mais le gouvernement doit également veiller à ce que cette trêve ne soit pas un piège qui permette au Rwanda de se réarmer, de s'organiser davantage pour faire ce que j'appelle une prise de définition, prendre la ville de Butembo, prendre la ville de Goma et avancer vers Walikale, parce que de Walikale on va vers la province de Maniema, la province du Sud Kivu qui est déjà occupée avec Minova. Donc le gouvernement devrait veiller, et je suis sûr que notre gouvernement va devoir veiller à ce que cela se fasse. Nous voulons bien prendre la position de nous plaindre à tout moment. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut être positif et donner la chance à toutes les propositions qui sont données par le gouvernement, les améliorer au besoin. Parce que c'est bien, par exemple, pour l'opposition, moi je viens de l'opposition, c'est bien de critiquer, mais c'est mieux de proposer au gouvernement pour dire, à la place du 13, par exemple, voilà ce que nous proposons, qui pourrait être salutaire, parce que tous, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, nous travaillons pour le bien-être de cette population, que nous appelons la population congolaise. Donc c'est ici l'occasion pour moi de faire un appel à tous les Congolais, quelles que soient leurs tendances. Dans des circonstances telles que celles que nous vivons au Nord Kivu, il n'est pas question de l'opposition ou de la majorité. J'ai été sidéré, par exemple, d'entendre dans des matinées politiques, dans des officines, il y a des cadres politiques qui s'attaquent, qui diabolisent certains leaders de l'Est de la République, lesquels leaders travaillent nuit et jour pour l'intérêt de cette population. C'est une façon de travailler pour l'ennemi, c'est une façon de préparer les lits de l'ennemi, c'est une façon de fragiliser tous les efforts de cohésion nationale et empêcher à ce que cette cohésion nationale qui devrait permettre au chef de l'État d'atteindre l'objectif de la paix, que cet objectif puisse être un échec. Donc j'en appelle à l'unité, j'en appelle à la cohésion, j'en appelle à la conjugaison des efforts, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, et c'est là pour l'intérêt de la population congolaise. Jean-Baptiste Oka, c'est quoi votre conclusion? 3 choses. La première, c'est que le gouvernement doit poser des gestes qui démontrent qu'il n'a pas besoin d'une pression des États-Unis pour apporter des actes d'assistance à sa population. Des Bunia, tous les déplacés qui sont là, des Beni, des Goma, des Butembo. Comment peut-on accepter qu'un individu sorte du pays après avoir été accusé d'un détournement de 365 millions? L'Assemblée nationale autorise la levée des immunités et des populations sont abandonnées à la bonne volonté des ONG à Kaina. Donc le gouvernement n'a pas le cœur avec ces populations-là. Deuxièmement, Félix doit nous dire réellement, en janvier 2019, qu'a-t-il signé avec Kagame Museveni à sa prise de pouvoir? Nous ne pouvons pas accepter d'être victimes des accords signés en secret. Depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce jour, il y a des factures de guerre pour lesquelles des Congolais à l'Est se sont tués. Félix doit avoir le courage de dire, chers compatriotes, voici ce que j'ai commis, mais je demande pardon. Enfin, je demande à la population de développer la résistance. Le plan A, c'était le gouvernement qui devait nous libérer. Il est en train de faillir. Le plan B, c'est la communauté internationale qui nous poignarde. Le plan C, qui n'échoue jamais à l'état de ce qui se passe au Kenya, c'est le peuple. À Butembo, à Goma, à Kinshasa. Kinshasa ne doit pas croiser les bras parce que après Kanyabayong, après Butembo, après Beni, c'est la ligne directe vers Bunia, vers Kisangani. Et dès que Kisangani s'est retombé, ces gens-là, le Rwanda va changer de discours pour dire nous négocions le départ du pouvoir de Félix ou de ceci. C'est alors qu'on va se lever à la 12e rue pour commencer à rejoindre la mobilisation de la population de Goma, de Butembo. Il est temps que tout s'assemble comme lorsque Bukavu est tombé. En 2004, toute la population s'est levée. Aujourd'hui, on doit se lever pour dire non à la balkanisation, exiger des sanctions, exiger du sérieux dans les chefs du gouvernement, dans la conduite. Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, votre mot de la fin. Écoutez, nous pensons qu'il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités, d'abord en réorganisant les FARDC comme il se doit, mais également nous sollicitons en tout cas l'arrivée
du vice-premier ministre de la Défense au Nord Kivu et discuter avec les acteurs de la société civile parce qu'il y a des évidences que nous avons sur beaucoup de problèmes au sein même du commandement des opérations au Nord Kivu. Il y a un problème très sérieux à ce niveau qui ne permet pas à ce que les FARDC soient aussi efficaces autant que nous pouvons le vouloir, nous comme population. La société civile a fait une déclaration où, en tout cas, il a fait beaucoup de propositions et parmi ces propositions, on a demandé qu'en tout cas, les VPN arrivent à Goma avec le chef d'état-major général pour qu'on discute de cette question. Il y a beaucoup de problèmes au sein des commandements des opérations. Deuxième élément, c'est aussi c'est Wazalendo quand même qui continue à faire, en tout cas, échec à cette agression. Donc il faut quand même qu'il y ait une bonne politique d'encadrement de ces gens, une bonne politique d'organisation de tous ces Wazalendo qui continuent à prouver, en tout cas, noir sur blanc, qu'ils sont là pour défendre la population congolaise. Et en troisième lieu, il y a un drame humanitaire très considérable et le gouvernement doit prendre des mesures pour assister correctement. Pas une assistance modique comme si ce pays a en tout cas été très pauvre, pendant que, comme l'honorable le dit, il y a des gens qui ont volé des millions et il y a des gens qui confient dans des camps de déplacés sans aucune assistance. Madame, ça nous fait très mal quand nous voyons comment les compatriotes congolais souffrent alors que nous avons vraiment un gouvernement qui se veut responsable. Et que donc, ces trois choses-là sont en tout cas mises en application, je crois qu'on pourrait avoir une solution. Merci Jean-Claude Mbambazé. Maître Lumbu, il y a un auditeur qui a réagi à votre appel à la cohésion. Il dit ceci, vous n'allez pas réagir, hein. Je vais juste lire très rapidement. Vous appelez à une cohésion seulement pour la guerre et quand il y a des tournements, c'est la division. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.